Bonjour tout le monde, bienvenue. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent tranquillement. Bienvenue tout le monde à cette session de mobilisation. J'espère que votre journée commence en bonne heure. Je suis Evan Morrison et je fais partie de l'initiative des communautés en santé avec l'Institut canadien urbain. Donc, nous orchestrons cette initiative. Alors, nous sommes très emballés de connecter avec vous tous et toutes pour cette séance. Pendant que nous attendons tout le monde, donc je vous invite à partager dans le clavardage votre nom et aussi où vous êtes situé, vous présenter pour qu'on ait une idée donc des organisations que vous représentez. Et donc, avant de se lancer, je vais commencer avec quelques rappels. Zoom pour cette séance. Alors, le mobilisateur va être disponible aujourd'hui en anglais et en français. Pour accéder au canal français, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe en bas de l'écran. Vous allez le voir dans Zoom, dans votre écran Zoom. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir basculer entre les canaux français et anglais. Il y a aussi des sous-titres disponibles en anglais. Vous pouvez cliquer sur l'option CC qui est en bas dans la barre des outils dans Zoom. Si vous avez des problèmes techniques, vous avez de la difficulté à accéder aux différentes langues, n'hésitez pas à nous contacter, un membre de notre équipe, et donc on va vous répondre pour s'assurer que tout le monde est capable d'entendre la session d'aujourd'hui. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Bienvenue tout le monde. Donc, on a déjà 47 personnes, 47 participants. Alors, comme étant quelqu'un qui est des ancêtres colons, je veux reconnaître qu'il y a des impacts de la colonisation en continu et le fait que la réconciliation est un engagement en continu aussi chez nous tous et toutes. Alors, on est très reconnaissant d'avoir cette opportunité de vivre et d'habiter sur ce territoire et en tant que bâtisseurs et bâtisseuses de communautés, nous nous engageons à prendre soin de tout le territoire et aussi tous les êtres, tous les animaux donc tout ce travail se passe partout, donc sur l'île de la Tortue et qui est le territoire traditionnel de plusieurs endroits à travers l'île de la Tortue. Donc, je vous joins aujourd'hui de Toronto, qui est la nation, qui est le territoire de plusieurs Premières Nations. Et donc, on a signé le traité 13 avec les Mississauga du Crédit. Il y a un autre traité aussi qui a été signé avec les Chippewas et et les Wendat. Vous pouvez accéder aux ressources numériques donc pour que vous puissiez en fait euh, voir reconnaissance de territoire. Donc, ces séances sont possibles dû à plusieurs organismes différents. Donc, Community Foundations Canada qui nous a aidés avec cette initiative. Merci. La Fondation sur les communautés, les initiatives chez les communautés. Et donc, oui, cette séance semble très spéciale aujourd'hui. Et donc, cette initiative des communautés en santé a été lancée pendant la pandémie globale. Et ça, évidemment, il y avait un contexte spécifique et c'est un contexte spécial. Et c'est devenu clair, en fait, que nos efforts avec nos coéquipiers et que tout cela était en fait le fond de notre tissu social. Et donc, aujourd'hui, vous allez apprendre davantage sur les principes et les pratiques qui vont d'évaluer la possibilité que présentent ces connexions au niveau de la communauté. C'est pas pour revenir en arrière, c'est pour aller de l'avant vers l'avenir. Et donc, j'ai évidemment d'excellents panélistes aujourd'hui. Donc, on a Anne Groger aujourd'hui, qui est Gloger, pardon, qui est la directrice de stratégie chez le Cercle des catalyseurs. Elle va avoir une présentation sur l'approche par les communautés connectées et donc ça soutient plusieurs organismes et le gouvernement pour concevoir et pour mettre en œuvre différentes stratégies qui aident les communautés. Alors, avec Anne, nous avons trois autres panélistes fantastiques qui vont partager leurs idées et leurs apprentissages sur la connexion et la résilience. Et donc, on a
On a une Cassie de Rise STEM en provenance de Toronto. On a KJ de Inspiring Communities qui est originaire de Windsor en Nouvelle-Écosse. Et on a aussi Joseph Liu qui vient de Edmonton, en provenance d'Edmonton, qui travaille pour Syncuna Community Development Center. Donc, avant de passer la parole à Anne pour commencer la présentation, je vais mentionner quelques dernières choses. Donc, je suis très ravi d'être ici avec Patricia aujourd'hui, qui va capter certaines idées graphiques aujourd'hui. Elle va en fait faire ce qu'on appelle un enregistrement graphique de la session d'aujourd'hui. Vous allez voir son écran. Je veux remercier aussi nos deux interprètes aujourd'hui qui offrent de la traduction, l'interprétation simultanée aujourd'hui. À la fin de la séance aujourd'hui, nous allons avoir une session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à partager en utilisant la fonction de questions et réponses. Sinon, dans le clavardage, vous pouvez, si vous avez des commentaires ou des questions, on va essayer d'y répondre à la fin de la séance aujourd'hui. Donc, c'est tout pour moi. Alors, je passe la parole à Anne. Gloger, merci énormément, Yves. C'est une opportunité incroyable et j'ai l'œil sur le chat et la diversité des gens dans la salle est incroyable. J'adore ça. Alors, lançons la présentation. Je vais partager mon écran maintenant. Super. Tout le monde voit mon écran, j'espère. Alors, je me joins à vous à partir du territoire des Sangui, des Esquimalt, donc sur l'île de Vancouver, des Premières Nations. Je suis résidente de l'île de la Tortue depuis ma naissance et je reconnais que mon pays, le Canada, avec toutes ses forces, a été bâti donc sur le patrimoine de main-d'œuvre forcée, d'avoir volé les territoires des gens, donc la dégradation environnementale et plusieurs autres injustices qui continuent de plusieurs façons jusqu'à ce jour. Et c'est la raison pourquoi je fais le travail que je fais. Et donc, je m'engage. Ma vie et mon travail à, à m'engager dans une approche antiraciste. Et donc, je pense que l'investissement dans les communautés est vraiment le fondement des types de changements transformateurs que nous avons absolument besoin aujourd'hui. Et c'est en fait une croyance qui a été bâtie sur des décennies donc de travail peu donc en juillet de 2012, quelque chose d'impensable est arrivé dans la communauté où je passe mon temps et mon énergie. Donc, ce jour-là, 22 personnes ont été tuées lors d'un barbecue dans une communauté. Deux personnes ont été tuées. Je peux pas imaginer qu'est-ce que cette tragédie a représenté pour les personnes qui ont été. Donc, ça a traumatisé aussi la communauté locale. Et je veux juste vous dire que c'est pas mon histoire à compter, mais je veux conter l'histoire de comment la communauté a répondu et tellement de personnes voulaient aider. Et c'est de là que vient l'histoire des communautés connectées. Le lendemain, 70 organisations, de toutes sortes, des représentants aussi des établissements, des différentes institutions du gouvernement, pas pour coordonner une réponse dans les médias, mais aussi pour penser à la récupération à long terme, mais aussi des applications pour la communauté à l'avenir. C'était ces personnes qui travaillent pour les communautés, pour les organismes de base qui ont défini quel est notre point focal, quoi faire, prioriser le soutien des initiatives menées par les résidents, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire aussi. Donc, inonder la communauté avec des personnes inconnues et en des objectifs quand même de bienveillance. Alors, voilà, il y avait plusieurs réactions différentes. Dans la réponse immédiate après l'événement, bon, les membres de la communauté, vous ne voulez pas faire avec plusieurs conseillers de différents organismes
dont les gens essaient d'aider ces gens qui étaient certainement, qui avaient vécu un traumatisme et qui était certainement accablé par le chagrin, certainement. Et donc, oui, les gens ont été introduits dans la communauté tranquillement et de façon qui était, bien reçue par les personnes locales. Et donc, on a pu aussi aider avec les réponses menées on a pu soutenir des différentes initiatives avec du financement, etc. Et donc, c'était vraiment un moment pour les résidents de s'entraider. Et on a aidé aux résidents aussi de bâtir en fait à établir en fait un fonds fiduciaire en le mettant en contact avec un avocat qui était prêt à faire le travail sans frais. Il y a une entreprise locale qui a coordonné avec les organismes et avec les résidents pour en fait avancer les rénovations sur une maison qui pouvait être utilisée pour que les résidents puissent se rassembler, pour qu'ils puissent guérir et planifier l'avenir aussi dans euh, dans cette maison de ville. Ben, on a pu aussi apporter de la programmation directement à la communauté pour soutenir ceux et celles qui ont été traumatisés par cet événement horrible. Je vous conte cette histoire aujourd'hui parce que il illustre comment les communautés connectées peuvent se rassembler dans des moments de crise. L'expérience et le traumatisme des résidents locaux est quelque chose que les organismes peuvent vivre de façon secondaire. L'action collective et les contributions que les organismes peuvent faire euh, côte à côte avec les institutions et les États et les gouvernements, etc., et aussi avec les leaders pour des organisations de base. Alors, ce groupe éclectique est venu, s'est rassemblé pour soutenir une action collective, non seulement pour revenir vers la réalité avant la crise qui ne desservait pas vraiment les jeunes très bien, mais pour essayer de préparer l'avenir pour un avenir plus équitable. Alors, ce groupe s'est rassemblé pour collaborer de manière à co-concevoir une stratégie pour renforcer la trame sociale. La stratégie, c'était qu'en rebondissant vers l'avenir, on allait renforcer les communautés pour appuyer les jeunes. Et pour ce faire, chacun était d'accord. Les organisations devraient en apprendre davantage sur les jeunes. Ainsi, on pouvait bâtir sur l'apprentissage de la recherche qui avait commencé quelques années auparavant. Le fait que les jeunes de la localité faisaient partie, non pas de ce qui était nécessairement du fondement pour l'investissement et pour apprendre et pour aller vers l'avenir. Alors, il y avait un rapport sur la violence qui était important dans les efforts de changement. Donc, il y a eu une stratégie qui s'appelait KGO Act avec Kingston Galloway, Horton Park. L'objectif, c'était que les groupes de jeunes étaient appuyés par une organisation et qu'ils seraient financés. Alors, l'objectif de ce groupe KGO Act Camp, c'était que les jeunes pouvaient créer leurs propres initiatives communautaires. Et l'objectif des organisations, pardon, c'était d'en apprendre sur les jeunes pour avoir des programmes et des services pour que cela soit important et accessible pour les jeunes qui allaient utiliser ces ressources. Les groupes incluaient la marche avec des mocassins, ça impliquait la mobilisation des jeunes selon la perspective autochtone, appuyée par les services à l'enfance et aux familles autochtones. Alors, Let's Inspire, cette initiative se concentrait sur la compréhension et l'influence des espaces dans la communauté pour des espaces qui sont accueillants pour les jeunes. Cela était appuyé par les, un groupe de garçons et de filles, un club
ainsi qu'un programme de l'Université de Toronto pour une collaboration multisport. Également, Arts Fusion. Alors, ça signifiait, cette initiative signifiait des possibilités d'inclusion. Tout cela serait appuyé par la communauté artistique de la communauté. Et finalement, les efforts de coordination qui consistaient à aider les jeunes à mieux articuler leurs besoins en termes d'apprentissage dans les organisations. Et les organisations ont appris sur l'équilibre des structures, les activités non structurées dans les activités et programmes. Ils ont appris comment se connecter aux programmes sur le territoire, comment faire en sorte d'inclure toute la programmation basée sur le territoire dans la communauté. Alors, il y avait également plusieurs autres manières d'aider et de communiquer avec les jeunes et parmi les jeunes. Alors, l'initiative Let's Inspire for Today, inspirons-nous pour aujourd'hui à créer des initiatives pour les jeunes et pour la communauté pour aller de l'avant. L'élan à partir de ces projets a été très inspirant et l'apprentissage croisé, les interactions nous ont beaucoup enseigné sur comment on peut briser les silos pour mieux travailler ensemble. Keioak a fait partie de la trame sociale. Ses racines étaient là avant l'initiative. Rappelez-vous, je vous ai parlé des 70 organisations qui peuvent co-créer une stratégie ensemble. C'était basé sur des décennies d'efforts collaboratifs et ça a continué bien longtemps par la suite et ça continue encore aujourd'hui avec une organisation dirigée par les jeunes, une association de jeunes impliqués au sein de la communauté. Cela a été rendu possible étant donné euh, les conditions sous-jacentes qui ont permis aux groupes de la base, au gouvernement et aux représentants des institutions à mieux travailler ensemble sur le long terme. Et pour faire ce travail, il est très important de considérer les communautés en tant qu'écosystème. Et très souvent, les communautés sont considérées comme un ensemble d'individus vulnérables qui attendent des interventions professionnelles ou un groupe d'organisations qui, chacune, tente de préparer des réponses pour aider les individus. Mais ce qui nous intéressait à ce moment-là, et je pense que nous devons tous nous intéresser à cela, c'est cette approche d'écosystème collectif. Alors, dans cette communauté bien précise, il y avait une organisation qui s'appelait East Garber Storefront, dont l'objectif était de faciliter les processus. Ainsi, les communautés locales, cet écosystème, deviendraient plus forts à travers le temps. Le temps est vraiment un élément important dans ce genre de travail. Et donc, Storefront's Work était là pour relier la communauté. C'était un cadre qui a été adopté et adapté de plusieurs façons, dans plusieurs contextes, selon les conditions et selon le changement transformateur qui est véritablement nécessaire. Nous le savons. Et nous allons parler de ces conditions. Nous voulons dire par là que nous avons besoin d'un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que les gens dans les communautés vont sentir que les communautés sont accueillantes et que chaque individu, de par son travail, vont se considérer importantes. J'adore cette photo. Il y a donc des opportunités d'apprentissage et de partager des points de vue ainsi que d'explorer des idées. Finalement, on trouve des points communs, non pas dans un seul événement, en une seule journée, mais en faisant partie d'une véritable communauté, en s'assurant que les gens auront un accès facile et coordonné à de l'aide qui va leur faciliter la vie, faire en sorte que les gens obtiendront de l'aide et cela au moment opportun. Et cela va appuyer également le processus démocratique, les changements de système et les opportunités qui seront significatives pour la mobilisation. Donc, nous parlons ici d'un sentiment collectif, réciproque, des relations avec l'environnement. Les peuples autochtones nous ont mentionné plusieurs fois qu'une communauté connectée
n'est rien sans son environnement qui la nourrit. Nous parlons de relations significatives et de confiance entre les gens et les institutions qui souvent n'existent pas au niveau local. Ça veut dire que les organisations et les institutions doivent jouer un rôle dans l'apprentissage et le désapprentissage au sein de la communauté. En considérant les obstacles aux opportunités selon plusieurs perspectives, en explorant avec la communauté quels sont les changements à petite échelle et grande échelle pour enlever ces obstacles. Ça veut dire également que les organisations et les institutions vont s'impliquer de manière intentionnée et significative pour en apprendre sur le racisme, sur les pratiques coloniales, sur les traumatismes, pour comprendre comment ces inégalités ont été créées. Ainsi, à travers leur propre approche, processus et politique, elles pourront développer de nouvelles initiatives d'antiracisme. Ça veut dire que les organisations et les institutions et les gouvernements vont pouvoir s'outiller pour bien collaborer à travers plusieurs mandats et échelles, mettant en place des mécanismes pour que les résidents et les professionnels puissent travailler à concevoir un plan ensemble, et cela de manière efficace, comme avec KGO Act. Donc, dans une véritable communauté connectée, toutes les stratégies, les programmes, la recherche et le financement pour le bénéfice de la communauté doivent être véritablement basés sur la communauté. Alors, dans l'initiative KGO Act, nous avons travaillé avec les jeunes de la localité sur ces conditions. Ce n'est jamais une seule stratégie. On a besoin d'une stratégie qui va inclure les gens dans les stratégies et ainsi les gens pourront apprendre ce qui s'est passé pour rebondir vers l'avenir. En considérant la tragédie de 2012, on peut aller de l'avant. En améliorant la trame locale, on peut aider à empêcher les tragédies de l'avenir pour qu'elles ne se produisent pas. Et voici, cela est possible avec un changement de système par et pour la communauté, grâce à des actions. Alors, cette approche de communauté connectée que nous avons utilisée dans plusieurs endroits et espaces, c'est un cadre qui va aller au-delà de la réponse aux besoins individuels. C'est une approche collaborative dans un espace collaboratif qui va renforcer la trame sociale de la communauté pour que celle-ci soit plus en santé et soit plus équitable avec le temps. Nous savons que les problèmes se manifestent dans certains endroits. Je crois que les solutions peuvent également être générées sur place. Cependant, les causes souvent sont à l'extérieur des communautés. Lorsque nous avons développé cette approche de communauté connectée, on voulait s'assurer que ce soit un cadre local par les gens, les réseaux, les organisations locales et à travers des intervenants au niveau des systèmes. Lorsqu'ils s'impliquent dans les communautés, par conséquent, ils vont le faire pour renforcer la trame sociale plutôt que, comme vous en avez fait l'expérience, j'en suis sûr, plutôt que en considérant seulement les initiatives institutionnelles qui sont de l'avant. Les euh, communautés connectées, cette approche, ce n'est pas seulement une seule nouvelle pratique. Non, c'est quelque chose qui est né à partir de principes pour le développement communautaire, pour l'innovation sociale, pour bâtir des communautés en utilisant plusieurs approches comme l'équité profonde, la théorie de la complexité, etc. L'approche des communautés connectées peut aider à renforcer plusieurs de ces efforts qui sont déjà en place, en cours, en incluant bâtir des communautés. Alors, ça veut dire bâtir des espaces locaux où la trame sociale a un potentiel qui pourra s'épanouir. Les bibliothèques dans les communautés de plus en plus sont reconnues comme étant des espaces essentiels pour la trame sociale et les centres communautaires se sont répandus à travers le Canada. Les gens peuvent accéder là à des services et peuvent réseauter. Les visions des plans municipaux permettent la connectivité et permettent de renforcer la trame sociale. Cela permet de faire la promotion de la santé,
de l'équité. Tout cela est possible par cette approche de communauté connectée et cela pourra se concentrer sur ces conditions, la trame sociale qui va renforcer la communauté. Les communautés connectées sont une pratique itérative qui évolue à travers le temps et à travers le pays en se concentrant sur l'inclusion, l'appartenance, l'équité ainsi que sur la trame sociale locale. Ce ne sera pas une surprise pour vous de savoir que bâtir une trame sociale, c'est fondamental pour, pour le respect des enseignements et des euh, connaissances autochtones et des cultures autochtones. Alors, la connexion communautaire, j'ai participé à un panel avec un dirigeant de la communauté. On lui a demandé de définir une communauté connectée. Elle a simplement répondu, toute ma ville. Euh, en Jamaïque, il y a également des initiatives telles que LED Lab à Vancouver qui va renforcer la trame sociale pour la prospérité économique dans le quartier euh, East Side à Vancouver. Également, on va travailler avec certaines communautés inspirantes à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, où il y a des espaces collaboratifs. C'est quelque chose qui permettra un changement dans les systèmes. En tant que société, nous célébrons la connectivité. On parle des zéros qui se sont manifestés durant les temps de crise. Il y a beaucoup de preuves qui indiquent les valeurs telles que la cohésion sociale, le sentiment d'appartenance. Il y a des appels de la communauté, mais ces approches permettent de mieux comprendre le fait que la confiance est un ingrédient essentiel pour une société équitable. Et pourtant, les systèmes, l'appui ou le financement sont là pour permettre ces conditions. Cela doit être en place, les conditions nécessaires pour ce genre de changement transformationnel pour qu'il se manifeste véritablement. Alors, il y a plusieurs documents tels que celui-ci, la résilience communautaire, la communauté connectée. Cela nous permettra de faire face aux défis d'aujourd'hui. Et qu'arrive-t-il si nous utilisons cette approche de communauté connectée pour nous préparer à mieux répondre et à nous réhabiliter, rebondir après l'arrivée d'une crise locale? Lorsque nous bâtissons une société, cela va faire en sorte que la communauté sera plus agile, pourra mieux faire face, pourra mieux bâtir des stratégies pour faire face à des événements, non seulement des événements violents, toutes sortes d'événements. Prenons par exemple la pandémie de COVID-19, qui était une crise de santé mentale, de santé et une crise économique. Alors, à Kingston, pour Kingston Galloway, Owen Park, il y a eu une réponse locale immédiate. Cela a permis de s'adapter pour s'assurer que les gens étaient connectés entre eux et qu'ils puissent s'entraider les uns les autres, qu'ils puissent se concentrer sur le leadership local, faire en sorte que ce soit une source d'informations pertinente et pour s'assurer qu'il y ait des cliniques de vaccins, d'autres choses qui étaient nécessaires à ce moment-là, que les gens euh, sachent. Et ici, vous avez une carte de la distribution des bibliothèques et des hotspots à Toronto. Alors, en bleu foncé, c'est là où vous avez les meilleures distributions de Kingston Galloway. Ah, donc, avant la pandémie, en 2012, il y avait déjà un travail ainsi que plusieurs initiatives, l'organisation d'événements pour renforcer la trame sociale. Et tout cela était justement en préparation des réponses coordonnées et collectives. Et ce qui se passe actuellement dans l'après-crise, cela, bien entendu, va exiger une expertise, mais ce n'est pas suffisant. Une expertise en cas d'urgence. Aider les gens à passer à travers les crises, cela exige la confiance. Les crises ne se produisent pas par elles-mêmes, elles font partie des choix que les gens prennent. Cela prend des années et des décennies et des générations pour pouvoir guérir d'un traumatisme à la fois au niveau individuel et communautaire. Les processus dirigés par la communauté peuvent aider à la guérison et les agents locaux
pourront faire quelque chose pour améliorer la chose dans l'après-crise. Changer le paradigme, passer d'un groupe d'individus qui ont des besoins pour que ce soit un groupe fort. Cela est possible grâce au changement transformationnel. Ma question pour vous aujourd'hui, la voici. En tant que société, est-ce que nous pouvons ne pas investir dans ces conditions qui vont permettre d'unir nos stratégies ainsi que les secteurs pour aider la communauté, pour bâtir un avenir plus équitable? Alors, rien ne va faire effacer la tragédie de 2012. Je raconte ces histoires aujourd'hui pour reconnaître ceux qui ont été tués, reconnaître ceux qui ont été blessés. Puissions-nous continuer à trouver de nouvelles façons pour aider les jeunes dans la communauté, pour qu'ils puissent grandir de manière plus résiliente, qu'ils soient plus en santé et pour avoir un monde plus équitable. Merci. Et maintenant, il me fait plaisir de vous présenter un panel de participants qui ont des connaissances, qui sont des experts pour mieux bâtir la trame sociale dans leur propre communauté. Kelt, Joseph et Irene, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et maintenant, j'arrête de partager mon écran. Et voilà, c'est beaucoup d'informations. La trame sociale, les communautés connectées, la résilience, comment rebondir vers l'avenir. Alors, j'aimerais entendre votre point de vue. Vous pouvez vous présenter, mentionner le nom de votre organisation et dites-nous qu'est-ce que vous faites dans vos communautés, dans vos organisations pour renforcer la trame sociale dans ce genre de contexte. Voulez-vous commencer? Oui, d'accord. Bon après-midi. Je suis basé en Nouvelle-Écosse, dans l'Atlantique. Je suis dans une petite communauté, Old West Hants, et ce que nous tentons de faire à Evans Park, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les organisations qui soient engagées, qu'elles ne soient pas les seules mobilisées. Nous voulons nous investir davantage dans le secteur. On a vu les changements à partir des communautés pour euh, incuber et on a vu les organisations qui détiennent un certain contrôle. Alors nous voulons centrer le travail sur certaines personnes porteuses, faire en sorte qu'il y ait des liens pour pouvoir s'épanouir. Mais bien sûr, nous tentons d'avoir comme une approche sur cette génération où nous allons considérer comment pouvons-nous nous connecter avec les individus qui vont se tourner vers l'avenir pour bâtir les capacités, surtout dans cet espace BIPOC. Voilà, parce que nous ne sommes pas les seuls présents sur cet espace, mais nous voulons vraiment outiller les gens pour avoir des alliés. C'est ce que nous faisons. Et il y a certaines autres choses que j'aimerais mentionner. La capacité d'être flexible du point de vue de l'organisation, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle ne nous appartient pas. C'est la communauté qui est propriétaire parce que on me demande comment est-ce que vous bâtissez tout ça. Alors, nous avons besoin d'un environnement de type pays et nous voulons accélérer le changement social. Alors, nous allons créer des réseaux sur le terrain. Ça aide à la croissance. Ah oui, c'est tellement bon pour mon cœur. J'étais tellement enthousiaste quand j'ai vu vos initiatives dans votre communauté. Merci beaucoup et j'ai hâte d'en entendre davantage. Joseph, voulez-vous nous parler de votre travail à Edmonton? Oui, ici Joseph Lura. Alors, j'ai plusieurs casquettes ici. Si je représente un groupe, une organisation qui travaille sur le développement. Nous travaillons avec les personnes âgées, avec les jeunes, avec les nouveaux arrivants. Et alors que nous travaillons, nous avons les principes de la connectivité et de l'inclusivité. Ainsi, chaque personne apprend à connaître ses voisins, ne sera plus isolée. Les jeunes
euh, ne peuvent pas s'impliquer tout seuls. Donc, on veut que les jeunes grandissent dans un environnement favorable et positif. Voilà, nous travaillons pour cela. Excellent. C'est magnifique cette idée que vous avez des nouveaux arrivants qui seront aidés pour qu'ils puissent s'intégrer et non pas seulement au niveau technique. Il y a également d'autres besoins. Alors, comment est-ce que vous les intégrez dans cet écosystème préexistant? J'adore cette approche. Irene, allez-y, parlez-nous de votre travail à Rexhale. Oui, bon après-midi, je m'appelle Irene Duane-Kessie, je suis basé à Rexville, c'est dans la communauté de Etobicoke, à l'ouest de Toronto. Alors, nous sommes une initiative communautaire de jeunes. Nous travaillons sur l'apprentissage et le leadership chez les jeunes de certaines communautés. Et nous offrons plusieurs programmes, que ce soit le mentorat, l'aide aux études, et nous voulons aider les gens à en apprendre sur les connaissances techniques très souvent. Ils pensent et disent, je veux être infirmière ou médecin, mais il y a beaucoup plus que cela. Nous voulons élargir leurs horizons, créer des opportunités pour qu'ils puissent se développer, développer leur plein potentiel. Et mon expérience personnelle, c'est que je voulais aller en sciences, j'ai appris sur la recherche, j'ai appris sur les politiques, sur la santé publique et il y a tellement plus à apprendre. Notre objectif, c'est véritablement de nous assurer que vous avez ce genre d'exposition. Vous êtes exposé à tout cela et j'aimerais vous dire que tout cela est en train d'être intégré dans la communauté de Rexville, North Etobicoke. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous sommes partis d'un conseil résidentiel dirigé par un officier de développement communautaire pour ce quartier. Et là, vous avez des résidents, des travailleurs, des représentants des collèges de la région de Rexdale. Alors, c'est vraiment un bon mélange de tout le monde de la communauté de Rexdale. Et on se rencontre 2 fois par semaine. Autrefois, c'était en personne. Maintenant, c'est hybride depuis la pandémie. Alors, vraiment, nous parlons en fait, on se penche sur des priorités dans le quartier et nous travaillons sur cela à chaque rencontre. Donc, faire partie de ces conversations, ça nous permet non seulement de bâtir des liens, mais également d'établir notre crédibilité et nos liens dans la communauté. Ainsi, nous pouvons aider. C'est plus facile pour les gens qui veulent nous aider aussi. Pas juste plus facile s'il y a des choses qui restent non dites, mais je dirais que c'est une façon pour nous de bâtir la trame sociale, de faire partie de la trame sociale à Etobicoke parce que nous faisons partie maintenant d'un réseau élargi dans la communauté. Vraiment, ça a été une excellente pratique pour l'élan dans notre travail. J'adore ça. Il y a deux choses que j'ai entendues, dirigées par les jeunes. Ça veut dire que ça provient véritablement de la communauté. Et l'autre aspect, c'est la diversité des intervenants autour de la table. Donc, vous avez là un véritable écosystème qui vont vouloir changer leur communauté. Donc, il n'y a pas un seul groupe dirigé par les jeunes qui va être isolé, qui va frapper aux portes pour se faire entendre. Non, vous avez comme un réseau en place. Et pour moi, c'est critique. Je suis ravi que vous mentionnez cet aspect, la perspective de la communauté. C'est pas facile de lancer une initiative à partir de la communauté. Très bien. Et voici la prochaine question pour vous. Vous pouvez répondre si vous êtes prêt. Dans notre secteur, dans notre travail communautaire, les initiatives ont tendance à être des services sociaux par nature. Ça veut dire aider les individus à accéder à des programmes, à des services pour qu'ils puissent réaliser leurs aspirations. Et le renforcement de la trame sociale, c'est quelque chose de différent. J'aimerais entendre votre point de vue. À quel point est-ce que c'est différent? Quelles sont les différences entre ces types de réponses? Une réponse à un problème ou plutôt une réponse pour un écosystème communautaire. Qui veut répondre? Allez-y, KG. Bon, quand je pense à ça,
J'essaie toujours de relier les deux. Et j'espère qu'ici, il n'y a pas de bailleur de fonds. Mais pour financer ce genre de travail que nous faisons ici, ça va créer l'environnement, ça va créer dans ce secteur, ça va faire en sorte qu'on doit choisir un côté, qu'on doit avoir une mission. Et on ne prend pas le temps de nous asseoir pour rêver, pour réfléchir, parce qu'il y a cette approche de recherche et de développement. Comment est-ce que l'on peut en fait insérer cette approche pour résoudre un problème, pour bâtir à la place un écosystème et dans plusieurs espaces? Voilà comment je perçois les choses, étant donné l'aspect du financement de notre travail. C'est quelque chose qui est très politique. Je peux parler de mon expérience dans la région de l'Atlantique. Depuis 10 ans, nous avons vu comme une source de financement pour l'innovation sociale. Et là, on a parlé des changements de système. Et du jour au lendemain, il y a eu un changement de gouvernement. D'une couleur à l'autre, on a vu un changement drastique. Ça veut dire que les organisations doivent faire en sorte que leur innovation dans l'espace communautaire est placée en pause et on doit attendre. Tout cela provient de cet aspect financier et je ne permets pas, ça ne permet pas à redéfinir les choses au niveau organisationnel. Oui, oui, et j'ai entendu ce que vous avez dit très souvent. Donc, on m'a conté une histoire où il y a une femme qui se promenait le long d'une rivière et elle a commencé à rentrer dans l'eau pour sortir les bébés de l'eau. Il y a une autre femme qui est passée, donc elle a dit, oui, aidez-moi à sortir ces bébés de l'eau. Et elle m'a dit que non, il y a quelqu'un d'autre, en fait, en amont qui les met dans l'eau. Il faut que je leur demande d'arrêter. Donc, on peut pas, les bébés ne peuvent pas attendre à ce que les systèmes changent. Et j'apprécie beaucoup de ce que vous avez dit parce que on a besoin de travailler dans ces deux espaces en simultané. Et donc, quels sont vos réflexions, KJ? Oui, on a besoin d'aller en amont et en aval. Et donc, oui, les communautés doivent faire partie de ces solutions en amont au lieu de sentir les effets en aval et que les différents innovateurs sociaux, les gouvernements, etc., qui gèrent le tout en amont. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fonctionne comme ça maintenant. Donc, Irene ou Joseph, avez-vous des réflexions à partager sur ces questions? J'apprécie ce que qui vient de dire en termes de ce que nous faisons. Nous travaillons avec le motto que c'est les participants qui font le travail, on travaille avec eux et c'est pour les participants aussi. Et donc, nous travaillons avec les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les personnes âgées dans les voisinages. Nous essayons de faire du travail de sensibilisation. On a ajouté donc des activités de jardinage et on a des activités et il y a beaucoup de participation. Il y a beaucoup dans ces activités. C'est une occasion pour que les gens, pour qu'ils puissent partager leurs expériences et de l'information. La plupart des gens que j'ai impliqués dans ces activités ont passé des guerres et ont vécu des choses très traumatisantes. Alors, ces rassemblements leur permet de partager leurs expériences, de se faire des amis et de sentir qu'ils font partie de la communauté. Et donc, une telle approche est assez différente d'une approche par programme parce que celui-ci, il est facile à intégrer. Bon, avec les approches par programme, on a besoin de regarder comment on est financé, quels résultats vous voulez atteindre. Alors, on se concentre à
combler ce que les bailleurs de fonds vous dites de faire, au lieu de se concentrer sur les activités euh, qui rendent les gens joyeux. Euh, avec ces activités de communauté, bon, on a des douzaines et des douzaines de personnes âgées. Si vous regardez les activités, il y a beaucoup de personnes représentées. Donc, les jeunes aussi sont fortement représentés. Ils peuvent aller pour s'entraîner, etc. Ils peuvent aussi vous expliquer comment ne pas suivre les autres, comment être leader. Au lieu de penser que bon, il y a une personne qui mène, qui est le leader, et pour essayer d'aider les gens à se sentir uniques. Et donc, ce type de pratique, si on devait suivre le modèle de financement que nous recevons, ce serait difficile à mettre en œuvre. Mais étant donné que ces gens nous arrivent et ne veulent pas faire cela, ça devient plus facile. Euh, 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 cette connectivité. Donc, il y a une certaine et ça leur aide avec leur résilience aussi pour essayer de passer au travers de ces traumatismes. Ils se sentent aussi de la solidarité et ça donne une certaine vitalité à nos communautés. Alors, je travaillais avec les principes d'accueil, de l'accueil et l'inclusivité, etc. Ce sont les parallèles que je vois. Donc, de l'autre côté, quand on travaille par programme, il y a certains objectifs et on a besoin de combler, de s'assurer d'avoir certains résultats. Mais de l'autre côté de la médaille, quand on a cette approche par communauté, c'est là où on a plus d'ouverture et c'est là où on a plus de joie. Et trois choses qui me sont sorties de ce que vous venez de dire. Donc, la joie, combien de financement on peut vraiment recevoir pour s'assurer d'avoir de la joie, mais c'est tellement important après pour guérir, n'est-ce pas? C'est incroyablement important pour les individus et pour rebâtir de la confiance et pour s'assurer d'avoir l'intersection des écosystèmes communautaires. Et j'ai entendu que vous avez eu la connexion à la terre. C'est est très important. Mettez vos mains dans la terre. Il y a quelque chose de magique là, certainement, le jardinage. Et l'idée de comment on devrait créer ces espaces, ce à quoi ça a trait. On n'a pas besoin d'avoir un programme de jardinage. Vous avez besoin de rendre accessibles les jardins pour les gens. Vous n'avez pas besoin d'avoir un programme sportif. Vous avez besoin de rendre les différents établissements sportifs disponibles à ces personnes. J'aime comment vous avez fait la différence entre ces choses. Je pense que le financement va être soulevé sans arrêt, certainement, mais on a besoin de maintenir ces choses aussi. Vous avez besoin de terre, vous avez besoin d'accès au site, vous avez besoin de toutes sortes de choses qui demandent des investissements en continu qui n'est pas disponible. C'est très beau, Joseph. Irene, qu'est-ce que tu vois comme différence dans ton travail en termes de la réponse par les communautés connectées par rapport à l'approche par les programmes? Je pense que la chose fondamentale, c'est qu'on est mené par des jeunes, donc on embauche des jeunes et on travaille avec eux comme partenaires. On voit davantage ce type de programmes, mais quand on a commencé dans notre communauté, les programmes traditionnels sont menés par des adultes et ils livrent les programmes aux jeunes. Et donc, pour revenir à ce que Anne et Joseph ont dit dans leur présentation, donc c'est un modèle qui est mené par la communauté pour la communauté. Et je pense que dans les années plus récentes, nous avons pu ouvrir des postes pour toutes sortes de jeunes pour travailler avec nous, pour pas aller trop loin avec la conceptualisation, mais pour mettre en œuvre aussi les programmes. Je dirais qu'il y a eu une courbe d'apprentissage pour certains étudiants et étudiantes et ça prend du temps pour bâtir cette capacité, pour créer de la place pour se connaître et se sentir à l'aise. Je dirais que c'est une grande différence aussi que nous incorporons ce temps pour aider les jeunes à bâtir leur capacité et leur rendre plus à l'aise avec notre programmation et aussi la fonction qu'ils vont occuper. Je trouve aussi qu'avec nos programmes et nos activités qui sont menées par les jeunes,
les jeunes sont beaucoup plus ouverts à ces types de programmes parce qu'ils connaissent souvent les étudiants. Donc, ils sont, surtout quand c'est des étudiants au secondaire qui travaillent avec nous, plusieurs d'entre eux, ils nous demandent comment je peux entreprendre cette fonction l'année prochaine. Alors, généralement, nous avons ce modèle de gouvernance du bas en haut et donc notre modèle de planification et de stratégie, c'est vraiment mené par les jeunes dans la communauté que nous décevons. Comme j'ai mentionné, nous sommes dans Rexdale, Etobicoke, à l'extérieur de Toronto. Et une autre différence fondamentale, nous incorporons vraiment l'effet de pipeline, donc ne pas avoir seulement des jeunes comme partenaires, mais avoir une intention aussi d'intégrer des différentes perspectives, des différents points de vue du côté des sociétés, par exemple, et d'autres perspectives aussi, donc pour les incorporer, pour aussi s'assurer d'offrir ce soutien pratique pour les jeunes personnes dans la communauté. Ce serait la plus grande chose, je pense, donc d'avoir les jeunes au centre de ces initiatives, mais de s'assurer aussi que les bailleurs de fonds et les investisseurs ont beaucoup de soutien autour d'eux pour s'assurer en tout cas que ces jeunes se sentent confiants et pour qu'ils puissent mettre en œuvre le travail qu'ils veulent voir. Donc, le contexte social dans lequel nous travaillons, que ce soit dans l'innovation sociale ou dans le secteur à but non lucratif, ils ont une culture. Vous avez parlé des gens qui travaillent dans les compagnies, vous avez parlé des universitaires. Donc, il y a une culture dans ces différents domaines. Et souvent, les résidents et les jeunes personnes sont amenés dans ces espaces et on attend à ce qu'ils s'adaptent à ces cultures. Et ça peut être très sidérant. Et vous avez parlé de la capacité des jeunes ben, à renforcer leur capacité, à agrandir leur capacité. Et donc, je pense qu'il y a une bonne partie de cela qui fonctionne aussi à enseigner aux personnes qui travaillent au niveau des institutions ou des établissements à s'assurer qu'ils sont au courant et ils savent comment travailler avec les jeunes. Donc, c'est pas, ça devrait pas être aux résidents des communautés pour dire comment, pour leur montrer comment on fait cela dans le domaine universitaire ou dans d'autres domaines parce que ce n'est pas nécessairement naturel. Il faut apprendre des acronymes et toutes sortes de choses, et toutes sortes d'autres choses qui créent des obstacles. Alors, j'aime beaucoup quand je parle, par exemple, bon, de la trame sociale et la connectivité avec le niveau communautaire et le niveau des systèmes, c'est extrêmement important. C'est aussi de bâtir de l'empathie et d'aider les gens à comprendre comment tout est créé. Une chose que nous essayons de faire quand on commence des initiatives, quand on travaille avec différents groupes, que ce soit le gouvernement ou d'autres organisations ou même la communauté, on essaie de s'asseoir avec les gens et on essaie de voir s'ils savent comment la politique publique est créée et comment quel impact vous voyez de cette politique sur les gens et on essaie de démystifier la chose aussi. Dire que bon, on travaille avec des gens et donc quand on travaille comme ça, on peut s'assurer d'avoir une approche avec les humains au centre de tout ce qu'on fait. Oui, c'est ça, il faut en fait retirer l'espèce de rideau et donc cette valeur d'humilité, c'est ça. Faut pas dire que bon, oui, j'ai un système qui est totalement en santé derrière moi et j'arrive avec toutes ces idées. Il faut certainement dire et être clair avec les gens que tout le monde, tous les systèmes ne sont, il y a aucun système qui est parfait. Ma prochaine question commence avec un commentaire sur l'éléphant dans la salle, mais je pense que nous abordons déjà le sujet et c'est le financement, certainement. Tout le monde en parle. Et souvent, le financement est attaché à des résultats spécifiques et ça a tendance à être pour l'innovation sociale parce que très souvent, le financement est pour changer les comportements chez les résidents. Qu'est-ce qui a changé chez le comportement chez les résidents? Et alors qu'on sait que le changement au niveau des systèmes est ce qui va créer vraiment les résultats que nous cherchons. Alors, si ça vous va de lancer une discussion, j'aimerais savoir comment vous financez votre travail.
Je peux nous lancer sur cette question. Donc, pour mon organisme, bon, nous avons un financement sur plusieurs années avec de l'Ontario et je dirais qu'ils ont pu nous aider avec le financement de tout ce que nous avons pu faire jusqu'ici. Et ça nous a permis de lancer nos initiatives. On n'a pas pu avoir décroché un financement pour du travail à temps plein. C'est un certain obstacle auquel on fait face. Il faut aller petit projet par petit projet. En plus de cela, on a reçu du soutien de Toronto Foundation et Kai High aussi. Alors, nous cherchons en continu du financement, du nouveau financement, surtout pour continuer à essayer de faire notre travail à temps plein et avoir un plus grand impact dans la communauté et au-delà de la communauté. Mais je dirais en plus que le financement que nous recevons de Toronto, les dons que nous avons reçus euh, en nature de la communauté. Ben, je vous ai mentionné à quel point nous sommes imbriqués dans la communauté, dans les conseils communautaires, etc. Et cela, bon, en tout cas, on a pu recevoir beaucoup de financement en nature, par exemple Space, depuis quelques années. Ben, les endroits où les espaces, on a pu se connecter avec différents organismes et différents restaurants locaux pour que les étudiants n'ont pas seulement des aliments locaux, mais aussi culturels qu'ils aiment pendant cela. Et ça permet d'attirer plus de personnes. Je dirais que les bénévoles et les travailleurs, les jeunes travailleurs dans la communauté qui ont pu nous soutenir, ils ont aimé ça. Et la collaboration générale que nous avons pu établir, je dirais que ça a vraiment complété ce financement. Euh, et je dirais que ça n'a pas de prix. Je dirais en termes du financement, la plus grande clé pour nous, pour décrocher le financement que nous avons reçu, il faut avoir un bon plan d'évaluation et comprendre l'impact et faire des évaluations. Souvent, on ne met pas, on fait pas le lien avec le financement en continu. Donc, on essaie de regarder vraiment les indicateurs et donc on essaie de suivre cela de très près et ces éventualités apparaissent dans les demandes de financement et je pense que ça amène de nouvelles occasions. Donc oui, j'ai entendu plusieurs choses que tu as dit et je pense que je vais imaginer que bon, vous dites que bon, il faut arrimer plein de choses et je pense que c'est un thème ici. Et je suis curieux d'en apprendre sur le financement que vous obtenez. Si vous avez une subvention, cette approche qui va être dirigée par les jeunes. Et ce qui se passe parfois, c'est que les bailleurs de fonds ne font pas toujours les mêmes choses. Mais d'habitude, quand c'est un financement multi-année, on va dire, quand vous faites la demande, voici les résultats souhaités. 3 ans plus tard, vous avez un rapport en disant, voici nos résultats. Et là, on va savoir, surtout quand on parle de résilience. On parle d'un moment où il y a plusieurs crises en même temps. Alors, il y a des priorités, il y a certaines façons de travailler pour avoir des résultats. Et vous essayez en même temps de suivre les jeunes. Alors, comment est-ce que votre stratégie ou votre structure de financement vous permet de suivre les jeunes s'ils ont des priorités différentes qui naissent à travers le cycle de financement? C'est une bonne question. Notre financement a été assez ouvert. On n'a pas changé notre plan. En fait, ouais, on a communiqué avec eux, on a obtenu l'approbation. Nous avons pu le changer chaque année. Oui, on a pu changer notre plan. Je ne dis pas qu'on a changé les résultats et les priorités, mais on a pu adapter le plan chaque année. Et il y a certaines nuances, et même pour l'évaluation. Si on fait quelque chose un peu différemment, est-ce que ça s'aligne avec leurs propres mesures? Alors, on ne va pas nécessairement évaluer ce que l'on fait immédiatement, mais les bailleurs de fonds sont quand même ouverts qu'on le fasse, mais il faut
quand même pouvoir évaluer leurs propres mesures. C'est une barrière. Avec les bailleurs de fonds du gouvernement ou les grands bailleurs de fonds, c'est quelque chose de commun. Donc, ils vont avoir leurs propres mesures qui ne va pas être flexible parfois. Et nous avons été capables de créer en disant on va évaluer nous-mêmes, mais on va également évaluer pour le bailleur de fonds. Mais laissez-moi vous dire que il peut y avoir des obstacles. Il faut pouvoir se retourner rapidement, pouvoir répondre aux jeunes qui travaillent et il faut le faire de manière à s'aligner avec les résultats et les mesures des bailleurs de fonds. Oui, vous avez les résultats, vous pouvez vous situer entre les deux. Oui, il faut quand même répondre à certaines attentes. Intéressant. Joseph, allez-y. Oui, je pense que Zingonia a été un petit peu chanceuse à ce niveau-là. Et nous avons travaillé avec les personnes âgées. On a eu un financement pendant 2, 3 ans et on a un financement provincial juste pour que les enfants aient certains espaces avec des équipements. On a obtenu des dons du club Rotary à Edmonton. Donc, il faut utiliser cela dans nos programmes pour appuyer les gens dans notre quartier et pour qu'ils soient d'accord. Ça nous a aidé parce qu'il y a eu un manque d'imputabilité obligatoire qui nous a aidés parfois. C'est-à-dire que euh, euh, ils vont nous demander qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Et avec le financement, à partir du travail que nous avons fait, comme par exemple pour la distribution alimentaire, c'est là où l'on a eu cette idée. Si on va distribuer des aliments dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui veulent ces aliments. Pourquoi est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'il y a un plan? Ils vont voir. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés dans le quartier et tout le monde a partagé avec les résidents du quartier. Et ça fait que ça a créé un sentiment d'appartenance, ça a créé de la joie. Et c'est pas juste une question de répondre aux objectifs de ce financement. Et pour le programme avec les personnes âgées, la clé, c'est l'isolement. On ne veut pas que les gens soient isolés. Donc on peut faire tellement de choses ou plusieurs choses. On va leur donner l'opportunité de parler de leur expérience, de partager leur expérience, partager sur leur vie, leur style de vie, partager également leurs expériences, leurs informations, et ça nous a aidé à relier tout ça parce que c'est pas comme établi, c'est pas déterminé tout ça. Ça veut dire que nous devons parfois faire un ou deux items, mais vous allez avoir les gens qui vont être contents et vous allez aller vers la prochaine étape et vous allez avoir de l'appui. Donc, ça ne leur donne pas l'opportunité de dire, il faut que je fasse cela. Ils vont se sentir guidés. Ils vont sentir qu'ils ont un certain contrôle qu'ils peuvent choisir. Et si on peut ajouter certains éléments, donc si on a un certain niveau de liberté, si on peut réfléchir de manière créative dans l'utilisation du financement, ça nous permet, euh, avec les jeunes, avec les personnes âgées, d'avoir un espace où nous allons faire en sorte que nous allons répondre à leurs besoins et en même temps, on pourra atteindre nos objectifs et ça fait que l'on va grandir et être plus fort ensemble. Ah oui, je pense que on pourrait parler pendant très longtemps. KJ, je vais vous demander, ou Joseph, est-ce que vous pensez que
la manière de financer les communautés a changé étant donné ce qui s'est passé au niveau racial en 2020. Oui, dans ma communauté, il y avait une grande communauté BIPOC et maintenant on voit les ramifications de ce qui s'est passé suite au meurtre de George Floyd. Donc, on a vu des bailleurs de fonds qui voulaient investir dans notre travail. Mais nous avons également vu des consultants qui ont pu faire un pas de côté parce que ce qui est différent au Canada, c'est que plusieurs de ces espaces d'innovation sont créés par des firmes de consultants. Donc, notre modèle de communauté inspirante, c'est que nous avons notre modèle. Nous faisons également de la consultation et nous avons des projets de recherche. Ainsi, on peut permettre l'innovation sociale selon une perspective d'équité et on peut réallouer nos fonds pour financer nos projets dans la communauté, surtout en Nouvelle-Écosse, dans la région rurale de l'Atlantique. C'est notre modèle d'affaires, mais nous avons vu la transition. Les gens maintenant viennent avec des idées de consultation et d'habitude on va faire, ils viennent avec des propositions. D'habitude, c'est ce que l'on ferait aussi, mais maintenant on va avoir plus d'alliés. L'objectif c'est d'avoir des alliés. Et ça c'est du côté du gouvernement. Et ce que l'on sous-estime, c'est la philanthropie qui a vraiment augmenté. Et nous avons eu un financement de la fondation de Conan, Ocano ou Ocanon. Alors moi, je suis très impressionné de voir comment les fondations euh, d'innovation ont travaillé au Canada. Oui, donc on voit des changements. On voit des changements au Canada. Très bien. Une autre question. Ensuite, on va pouvoir terminer de manière positive, sur une note positive. Donc, dans votre communauté, mentionnez une chose dans votre communauté. Je dirais que nous voulons avoir un environnement euh, qui va nous aider, un environnement positif. Et nous avons vu l'ouverture des gens qui veulent nous aider, qui veulent appuyer les jeunes avec les écoles et les enseignants avec lesquels nous avons travaillé dans les centres communautaires où nous travaillons, au conseil, ainsi que avec plusieurs universitaires et représentants des entreprises qui nous ont appuyés. Cela me donne beaucoup d'espoir. Maintenant, nous voyons cette fusion, le côté privé, la communauté et les partenariats avec les initiatives communautaires. Ça nous a ouvert les portes pour des opportunités, des ressources et pour plusieurs sentiers pour les jeunes et pour la communauté. Et pour nous, ouais, j'appelle ça l'éléphant dans la pièce. Donc l'éléphant, c'est que la majorité de notre financement a été annulé ou remis à plus tard. Ce que nous faisons, c'est que nous allons aller vers un incubateur social. C'est plus ça qu'un accélérateur. Ainsi, nous voulons bâtir sur les projets sur lesquels nous avons travaillé dans l'organisation pour créer des modèles d'affaires qui vont être durables. En plus, en ajoutant une perspective d'entreprise sociale. Donc, on va marier ce modèle avec la capacité de créer du capital, que ce soit à travers la propriété ou en développant plusieurs types d'entreprises et en réinvestissement les bénéfices. Ah oui, c'est incroyable cette idée de marier ces deux aspects. Et finalement, Joseph, vous avez la parole. Oui. Alors, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est un quartier où nous travaillons. Ce que je dis, c'est que nous avons là un quartier à faible revenu. Il y a là beaucoup de violence et les gens ont peur de se déplacer. Mais il y a des changements quand même importants. Les gens maintenant peuvent se déplacer. Il y a une école dans le quartier. Ça fait en sorte que
Les jeunes, les élèves peuvent visiter le jardin. Ainsi, les personnes du troisième âge vont également pouvoir sortir sans avoir quelqu'un avec eux parce qu'ils ont peur de la violence. Et donc, on voit que la communauté est en train de changer. C'est une communauté plus prospère maintenant et c'est notre espoir parce qu'on ne veut pas que les nouveaux arrivants soient pris dans ces situations de violence ou de gang. Et quand on voit cela, quand on voit de nouveaux leaders également, nous voyons qu'il y a une nouvelle énergie. Et ça, c'est très beau. Merci. Oui, après tout, c'est une question de bâtir des relations. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et nous avons encore 15 minutes. Alors, je n'aime pas porter mes lunettes lorsque je suis animatrice. Alors, je vais vous donner la parole. Et si j'ai oublié quelque chose, dites-moi-le. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci, merci d'avoir participé à la discussion. C'était un grand plaisir d'écouter la discussion. Et maintenant, j'aimerais inviter les gens à poser des questions. Vous pouvez également les écrire au clavardage. On a déjà reçu une question. C'est par rapport au partage des connaissances. Quels sont les défis auxquels vous faites face pour bâtir des liens dans vos communautés? Et je me demandais s'il y avait une tactique que vous avez pu utiliser pour euh, justement vous connecter avec ces gens qui n'ont pas accès à ces programmes. Alors pour les jeunes dans le quartier, je pense que souvent c'est pas très attirant pour eux. Au début, ça a été difficile d'avoir des jeunes qui s'intéressaient à cet espace, mais on a pu faire en sorte que c'est plus accueillant avec des événements pour eux, pour qu'ils puissent apprendre à nous connaître et nous avons pu marier cela avec des événements sportifs. Nous allons continuer à explorer ce genre de choses pour faire en sorte que les jeunes s'intéressent, pour qu'ils deviennent familiers. Ça a été très utile. Et également, je peux mentionner les jeunes leaders de la communauté. Ainsi, il y aura des représentants de notre équipe pour eux et des représentants dans les jeunes, pardon, des représentants dans les écoles aussi, pas juste moi. Voilà, c'est le genre de défi. Et quand vous êtes en mesure d'entrer dans une école, ça va vous aider. Les enseignants peuvent être dans cet espace et ça va être plus facile de nous relier avec eux, pas juste dans la communauté. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Donc, essayez de faire en sorte que ça va être amusant, que ça va être intéressant en incluant les activités sportives et artistiques. Vraiment, vous pouvez ainsi avoir de véritables leaders. Notre équipe et notre programmation fut très utile à cet égard. Pour nous, nous encourageons l'entrepreneuriat. Alors, quand on mobilise les gens, on les traite comme des consultants et on bâtit leur capacité pour pouvoir consulter pour d'autres organisations et pour devenir des navigateurs des communautés, pour travailler sur la mobilisation chez les communautés. Notre mentalité, c'est de payer les gens ce qui leur est dû. Donc, si on cherche des comptables, on paye les tarifs horaires. Alors, on bâtit des projets au sein des communautés et il y en a qui valent des centaines de milliers de dollars. Alors, le moindre qu'on peut faire, c'est d'aider, en fait, d'utiliser l'expérience qu'ils ont, les vécus qu'ils ont dans leur communauté et aussi d'amener plus de financement dans la communauté, que ce soit de s'assurer que les procurations, pardon, que l'acquisition, l'approvisionnement
arrive au sein de la communauté. Donc, pour nous, je pense que c'était la mise en œuvre des différentes stratégies. Alors, on a eu des barbecues communautaires, par exemple, et donc on essaie d'établir des activités au sein de la communauté. Donc, oui, on a eu, par exemple, fête de quartier. Alors, on a fait des distributions et donc l'activité qu'on a fait qui a mené à cette activité de jardinage. Donc, vous ne pourriez pas croire combien de personnes dans la communauté voulaient s'impliquer et donc de voir aussi les fruits culturels pousser. Et ils adorent cela. Alors, ce fut l'une de nos stratégies majeures aussi. Les autres stratégies, par exemple, Edmonton a eu la chance de faire le don de quelques bancs de parc. Alors, c'est un espace ouvert. On peut venir avec notre famille, s'asseoir. Il y a toujours des gens pour s'assurer que vous êtes sécure. Voilà, c'est un espace ouvert que tout le monde aime. Les enfants peuvent jouer, etc. Alors, voilà des stratégies pour se faire sortir les gens. Il y a toujours le défi autour de la peur. Pendant plusieurs années, les quartiers ont eu fait face à des non négatifs. Donc, il y a toujours un peu de peur, mais de moins en moins. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Quand j'ai entendu des points communs entre ces trois réponses et en fait, c'est de s'assurer que c'est centré autour des résidents et pas centré sur les projets. Alors, sentir toute l'idée de bon d'avoir de s'enliser les gens dans des choses. Donc, il faut regarder quelles sont les passions des gens, quelles sont les compétences des gens et qu'est-ce qui leur intéresse. Et donc, on essaie de concevoir avec eux un programme sur cette base, que ce soit dans les arts, que ce soit le jardinage, que ce soit de l'entrepreneuriat. Virage de mentalité au lieu de, c'est de ramener les gens dans les organisations. On envoie les organisations pour aider les gens sur le terrain. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'il nous reste du temps pour une dernière question. Est-ce que vous pouvez partager certains des indicateurs que vous utilisez pour mesurer les impacts? Par exemple, comment mesurer la connexion des jeunes ou l'amélioration de la capacité des organisations pour soutenir les jeunes? Alors pour nous, comme j'ai mentionné, nous sommes financés par OTF et je pense que notre résultat est de soutenir les jeunes et pour rentrer dans le marché du travail et soutenir du développement professionnel et donc bâtir des réseaux de perfectionnement professionnel et aider les gens à identifier des réseaux pour différentes, selon l'expérience l'accès aux différents espaces sécurs et donc des occasions éducatives aussi. Et comment on le mesure? Bien évidemment, on fait des groupes de travail, certainement. Une activité qu'on utilise, c'est le cercle de on essaie de voir à quoi les jeunes réfléchissent et euh, quels sont les points qui retiennent. Je pense que c'est un bon catalyseur pour comprendre euh, bon, ils sentent qu'ils ne sont pas évalués de cette façon-là. En termes des sondages et des questions, comment on évalue la connectivité, je pense que dans nos sondages, c'est vraiment des énoncés qui s'alignent avec les résultats et donc demander la réaction des étudiants. Donc, j'ai pu, par exemple, établir des objectifs avec mon mentor. Je me sens plus confiant ou confiante dans ces sessions. J'ai pu faire des amis avec des intérêts en commun. J'ai connecté avec des personnes qui m'ont aidé à trouver un emploi. Alors, je pense que oui, c'est ça. On essaie de trouver quels sont les résultats que les gens cherchent. Et donc, pour nous, par exemple, comme j'ai mentionné, oui, il faut s'assurer d'établir, bon, euh, des parcours de carrière. Et donc, oui, je vous encourage à regarder Research Evaluation Exchange. Ils ont beaucoup d'idées pour différents résultats que vous pouvez consulter. Ils ont différents webinaires et des ressources sur comment
élaborer vos propres sondages aussi. Et donc, il y a la Commission des étudiants du Canada, ils ont aussi des sondages qui sont disponibles rapidement et donc vous pouvez les utiliser aussi. Donc, je dirais que c'est un bon point de départ, utiliser ces ressources pour continuer à bâtir ce que vous faites et aussi pour le personnaliser pour vos besoins. On a travaillé sur Student Commission, sur une initiative aussi, merci. Pour nous, nous mesurons les choses avec le nombre de participants. Est-ce que ça a doublé? Est-ce que ça a triplé? Et c'est le nombre de participants, surtout chez les jeunes, si ça double ou si ça triple, à quel point ils sont mobilisés ou engagés. Alors, en répondant à cela, ça peut nous informer parce que euh, certainement, pour qui s'engagent, ils peuvent entreprendre plusieurs de ces projets. L'un de ces projets incroyables était, bon, il y a un groupe de jeunes qui ont suggéré qu'ils voulaient euh, offrir des aliments aux personnes qui ont faim. Alors, on fait cela toutes les 2 semaines. Alors, on a un partenariat pour s'assurer d'avoir une communauté en santé et avec la banque d'aliments aussi, on a distribué des centaines de mets aux personnes sans abri. Ils se sentaient tellement engagés, très contents. Ils ont aussi préparé la nourriture. Alors, c'était un projet incroyable qui est sorti de cette mobilisation chez les jeunes. Merci. Je dirais rapidement pour nous, on a des évaluateurs internes. Alors, notre concept, qu'on veut explorer les changements au système, et l'équité, mais quand on regarde la littérature en général, ça n'existe pas dans le monde universitaire. Alors, notre concept était qu'on voulait développer ou élaborer ce côté universitaire, mais on a aussi des groupes de conseil au niveau de la communauté. Donc, selon la communauté, on rassemble les jeunes ou les aînés et on évalue les projets en temps réel. Et alors, notre impact sur le succès, etc. Bon, c'est plus aussi la communauté aime ce qu'ils voient et s'ils nous soutiennent, voilà, on considère que c'est un succès parce que on essaie de regarder cela en temps réel et donc si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on l'arrête et on essaie de dépendre de de notre communauté de conseillers. On est très comme des consultants aussi. Alors, on essaie de les émanciper pour s'assurer que bon, ils peuvent réussir aussi. Alors voilà, on essaie de voir à quel point les gens sont investis dans les projets qu'ils font, qu'on lance. Alors, rapidement, je dirais que le cercle des catalyseurs qui travaille sur un indice par la communauté, un outil de mesure pour la communauté, par la communauté, etc., qui essaie d'aider à faire la promotion euh, d'améliorer la trame sociale. Merci à vous tous et toutes. Je sais que nous avons eu plus de questions que prévu. Plus de questions sur la santé publique aussi. Je sais qu'Anne a fait beaucoup de travail East Scarborough et elle va pouvoir partager par courriel certaines ressources et poursuivre la discussion de cette façon. J'aimerais prendre un instant pour partager mon écran. Et nous avons ici un graphique. Et voilà. Alors vous avez cette approche de communauté connectée. On pourra partager cette image par la suite par courriel. En conclusion, j'aimerais à nouveau dire merci à Anne, merci à tous les membres du panel. C'était une conversation très intéressante. Je pense que les gens se sentent maintenant inspirés et je pense qu'il y a tout un éventail de tactiques qui ont été partagées et c'est excellent. Et de notre côté, nous allons vous recontacter. En fait, si vous voulez nous partager vos commentaires,
nous avons, comme j'allais le dire, nous avons notre bulletin. On va rester en contact par courriel. L'objectif, c'est d'avoir une communauté pour bâtir les communautés au Canada. Voilà, merci de vous être joint à nous. Merci d'avoir posé les questions. Ça a été excellent. Ainsi, nous voyons comment mieux connecter les communautés à plusieurs endroits et à plusieurs moments. On a vu trois types de programmation, de programmes possibles. Et voilà, merci beaucoup de vous être connecté pour cette